Tout a commencé par une photographie. C'est toujours ainsi que ça commence, non? J'étais plongé depuis 3 heures dans des archives numérisées de matériaux promotionnels de cirque du XIXe siècle, le genre de terrier dans lequel on tombe quand on est censé faire tout autre chose, lorsque je l'ai trouvé. Un carton-cabinet sépia, vers 1880, d'une exposition itinérante américaine. 2 hommes en chapeau haut de forme se tiennent à hauteur de poitrine d'une 3e silhouette. Cette 3e silhouette n'est pas perchée sur une estrade. Il n'y a aucun artifice de perspective forcée que je puisse identifier avec certitude. Pas de caisse sous ses pieds. Pas d'angle de caméra qui expliquerait de façon évidente la disproportion. Il est simplement grand, énorme, d'une grandeur qui met mal à l'aise. La légende disait « le célèbre géant, merveille de la nature » ou « la plus belle supercherie du spectacle » et je me souviens m'être adossé à ma chaise en me demandant « pourquoi seulement ces 2 options ?» Pourquoi, dans le cadre interprétatif de l'époque elle-même, le script culturel dominant pour appréhender un être humain de grande taille était-il soit une merveille de la nature, soit un tour de passe-passe? Pourquoi l'explication du canular était-elle si agressivement préchargée dans la mise en scène, comme si quelqu'un avait besoin que le public la choisisse? Cette question s'est logée en moi comme une écharde, et plus je m'enfonçais dans les archives, plus elle s'enfonçait avec moi. Ce que j'ai trouvé n'était pas une curiosité isolée, c'était un schéma. Un schéma répétitif, transcontinental, d'une cohérence suspecte, qui, une fois qu'on le voit, ne peut plus s'effacer. On nous dit, et nous l'acceptons sans grand examen, que le cirque du XIXe siècle était une célébration de l'exotique, de l'insolite et du théâtral. La fameuse maxime de P.T. Barnum, « Il naît un imbécile chaque minute », a été si profondément absorbée dans notre ADN culturel que nous l'utilisons comme gréa de lecture pour toute cette époque. C'était l'ère du spectacle, de la tromperie, de la suspension consentie de l'incrédulité. Ce cadrage est commode, peut-être trop commode. Car voici ce qu'il accomplit. Il crée un système interprétatif total dans lequel tout ce qui se passe dans le contexte d'une exposition de cirque est, par définition, suspect, mise en scène, performatif, le produit de rembourrage, d'échasse, de trucage photographique et de la crédulité des foules. Le cirque était l'espace désigné de l'époque pour une irréalité acceptable, et tout ce qui y était placé, tout corps, toute affirmation, toute forme humaine apparemment anormale, se trouvait automatiquement passé au tamis de ce cadre, pas examiné, pas documenté par des observateurs indépendants avec la moindre rigueur, pas mesuré selon une méthodologie transparente, simplement étiqueté, exhibé. Puis, une fois la tournée terminée, discrètement remballé. Ce qui soulève une question simple mais décisive. Si vous deviez exposer quelque chose de réel, quelque chose dont la réalité était gênante, dont l'existence perturbait un certain récit sur ce qu'était l'humanité et ce qu'elle avait été récemment, où le mettriez-vous? Où le placeriez-vous pour que des yeux curieux puissent le voir, pour que la suppression totale devienne inutile, mais pour que ses implications puissent être neutralisées en toute sécurité? Vous le mettriez au cirque. Vous l'appelleriez merveille ou canular et laisseriez le public décider. Et le public, conditionné par des décennies de spectacles à la Barnum, choisirait presque toujours le canular. À chaque fois. Parlons des géants eux-mêmes, non pas de la légende, non pas de la mythologie, mais des individus documentés, annoncés, facturés et tournés qui ont figuré sous les bannières de cirque et d'expositions itinérantes à travers l'Amérique du Nord et l'Europe de grosso modo 1850 à 1910. Les noms qu'on leur a donnés méritent qu'on s'y arrête. Le colonel Ruth Goshen, le géant arabe, le capitaine Martin Van Buren Bates, le géant du Kentucky, Angus MacAskill, le géant du Cap-Breton, Chang Yu-sing, le géant chinois, Édouard Beaupré, le géant de Willow Bunch, Ella Ewing, la géante du Missouri, et des dizaines d'autres venus de Suède, de Russie, des territoires ottomans, du Brésil, du continent africain.
Le schéma se répète avec une précision troublante. Sur chaque continent qui avait été récemment, dans la mémoire vive des contemporains, touché par la grande disruption que certains chercheurs associent à une civilisation mondiale préexistante, bien plus ancienne. Dans chaque région où de vieilles cartes, de vieux bâtiments, de vieilles infrastructures d'origine contestée subsistent encore sous une forme ou une autre. Partout où les eaux de la Terre semblent encore porter la mémoire architecturale de quelque chose qui précédait le monde dont on nous a dit qu'il avait commencé là. Tous apparaissent, pleinement formés, dans les archives des expositions. Presque aucun n'a de documentation robuste sur sa vie antérieure, des histoires orphelines, des origines vagues, des attributions géographiques qui changent d'un support promotionnel à l'autre. Arabe, Kentucky, chinois. Des étiquettes de convenance, pas des biographies. Et voici le plus étrange. Lorsqu'on tente de remonter leur généalogie, de retrouver les registres familiaux, les actes de naissance, les registres paroissiaux, les mentions dans les recensements qui auraient dû, dans un 19e siècle de plus en plus bureaucratique, exister en abondance, la piste se rétrécit, considérablement. Dans certains cas, elle disparaît purement et simplement. Pourquoi ? Je veux être prudent ici. Je ne suis ni biologiste ni médecin, et je ne vais pas formuler d'affirmation définitive sur ce que la physiologie humaine peut ou ne peut pas produire. Mais je vais signaler quelque chose que les preuves semblent suggérer, et je vous invite à laisser cela infuser. Les tailles officiellement enregistrées des soi-disant géants de cirque du XIXe siècle se regroupent dans une fourchette remarquablement étroite. 2,30 m, 2,40 m, 2,50 m. Les cas les plus célèbres gravitent juste en dessous ou autour du seuil des 2,50 m, avec quelques cas extrêmes le dépassant légèrement. Cela est présenté comme la limite naturelle supérieure de la variation humaine extraordinaire. La littérature médicale de l'époque le cadre comme pathologique, gigantisme, acromégalie, anomalie hypophysaire. La mise en scène du cirque le renforçait. Voici un corps produit par un dysfonctionnement, un excès, une nature qui a dérapé. Mais considérons le registre squelettique, pas le registre du cirque, le registre squelettique. Des rapports de restes exhumés, apparaissant tout au long du XIXe siècle dans des comptes rendus journalistiques de tout le continent nord-américain, d'Irlande, de Turquie, du Pérou, des îles du Pacifique, décrivant des ossements d'apparence humaine à des dimensions dépassant considérablement les chiffres de l'ère circassienne. 2,70 m, 3 mètres, 3,60 m dans les cas les plus extrêmes. Ces rapports sont aujourd'hui presque universellement rejetés au motif qu'ils ont paru dans des journaux. Et les journaux du XIXe siècle étaient sensationnalistes, peu fiables et éditorialement indisciplinés. C'est précisément là que l'explication officielle s'effondre, pour moi. Parce que les mêmes journaux jugés trop peu fiables pour transmettre des mesures squelettiques exactes sont considérés comme tout à fait fiables lorsqu'ils documentent des élections, des procédures judiciaires, des transactions commerciales et les déclarations de présidents. On leur fait confiance de manière sélective. On leur fait confiance quand leurs témoignages confirment le monde que l'on attend, et on les rejette quand leurs témoignages le dérangent. Pourquoi ? Voici où nous arrivons à quelque chose que je trouve genuinement impossible d'ignorer, peu importe le nombre de fois que je l'aborde sous un angle sceptique. La campagne visant à présenter les grands individus humains comme des artistes de cirque, comme des divertissements, des pathologies, des canulars ou des merveilles, n'était pas un phénomène américain, ni britannique, ni même occidental. Elle était mondiale, simultanée, et extraordinairement bien coordonnée pour un monde qui ne disposait pas des télécommunications. Dans les années 1860 et 1870, alors que les expositions de Barnum établissaient le modèle interprétatif dans le nord-est des États-Unis, des expositions itinérantes au cadrage frappamment similaire opéraient en France, dans les États allemands, dans l'Empire russe, dans la capitale ottomane, à Calcutta, à Shanghai, au Cap et dans les villes d'Amérique du Sud.
des langues différentes, des traditions promotionnelles différentes, des contextes culturels différents pour le spectacle et l'émerveillement. Et pourtant, le même message essentiel reproduit dans tous ces contextes. Cette grande personne est soit une aberration naturelle, soit une supercherie élaborée. Choisissez, circulez. Pas un mouvement organisé, pas une conspiration avec des architectes nommés, pas une campagne coordonnée avec une trace écrite, mais une convergence culturelle si uniforme, si simultanée, si cohérente dans sa logique fondamentale qu'elle réclame une explication. Réfléchissez sérieusement à ce qu'une coordination mondiale au XIXe siècle impliquait réellement. Il fallait des réseaux de transport, une infrastructure de communication, des institutions, organisations de presse, sociétés savantes, organes gouvernementaux, prêtes à adopter et amplifier un cadre cohérent. Et il fallait que tout cela se produise organiquement et spontanément entre des cultures qui se livraient simultanément à d'immenses conflits géopolitiques les unes avec les autres. Cela vous semble-t-il plus plausible que l'alternative ? Qu'il y avait quelque chose, non pas une conspiration, mais un intérêt institutionnel partagé, un besoin épistémologique commun, à ne rendre certains types de corps lisibles qu'en tant que divertissement? Je veux aborder cela avec précaution, car c'est là que le terrain devient le plus contesté et que la rigueur intellectuelle compte le plus. Il existe un ensemble croissant de chercheurs travaillant en dehors des institutions académiques, en grande partie autofinancés, en grande partie méprisés, qui proposent que la civilisation que nous appelons Tartarie, qui apparaît sur les cartes européennes avec une présence frappante du XVIe siècle au début du XIXe siècle avant de disparaître brusquement de la conscience cartographique et historique, n'était pas simplement une désignation géographique pour les régions des steppes d'Asie centrale. Il propose, avec des degrés variables de preuve et de retenue interprétative, qu'il s'agissait du vestige de quelque chose de plus ancien, une civilisation d'une échelle différente, de proportions différentes, dont l'infrastructure physique, les larges couloirs, les grandes arches, les portes énormes, les plafonds d'une hauteur saisissante dans des bâtiments dont on nous dit maintenant qu'ils ont été construits par des populations relativement récentes pour des usages tout à fait conventionnels, avaient été bâtis pour des corps qui n'étaient sauf pas les nôtres. Je ne vais pas vous dire que c'est vrai. Je vais vous demander d'examiner les preuves qu'ils ont rassemblées et de vous demander si l'explication officielle que toutes ces portes, ces plafonds et ces arches n'étaient que des choix esthétiques, des expressions d'ambition, des monuments allégaux, vous satisfait pleinement. Et je vais vous demander de tenir cette question en parallèle avec le registre du cirque. Car voici ce que les preuves semblent suggérer lorsqu'on les place côte à côte. Dans les mêmes décennies au cours desquelles le dernier vestige de l'ancien monde architectural était démoli, remodelé ou absorbé dans de nouveaux usages institutionnels, grosso modo de 1820 à 1910, une vague d'individus humains d'une taille inhabituelle est apparue dans les archives publiques, a été immédiatement absorbée dans l'infrastructure du divertissement et systématiquement présentée soit comme pathologique, soit comme théâtrale. Pas comme des réfugiés politiques, pas comme des représentants vivants d'un peuple déplacé, pas comme les héritiers d'une tradition physique d'une autre ère de l'histoire humaine. Des monstres ou des imposteurs. C'est la partie qui fait taire une salle. Plusieurs des géants de cirque documentés du XIXe siècle sont morts en détention institutionnelle ou d'exposition et leurs restes ont été conservés. Pas restitués aux familles, pas inhumés avec la dignité accordée aux citoyens ordinaires, conservés. Édouard Beaupré, le géant de Willow Bunch, est mort en 1904. Son corps a été exposé dans une exposition itinérante pendant des années après sa mort. Il a finalement été acquis par une université où il est resté comme spécimen pendant des décennies. Les demandes de sa famille pour la restitution de ses restes en vue d'une sépulture digne n'ont pas été honorées pendant près d'un siècle. Une université a conservé le corps d'un homme mort, un homme aux proportions physiques inhabituelles, comme spécimen scientifique. Pendant un siècle.
Je veux vous poser la question directement. Qu'étudiait-il? À quelles questions son corps répondait-il, qui nécessitait une possession continue? Qu'y avait-il dans sa forme physique qui rendait la rétention institutionnelle préférable à l'inhumation? Le silence qui entoure ces questions n'est pas le silence d'une documentation incomplète. C'est un silence spécifique, façonné, le genre qui se forme autour de quelque chose que certaines institutions ont collectivement décidé de ne pas aborder. Une fois qu'on le perçoit, ce silence devient lui-même une forme de preuve. Avant que la photographie se soit standardisée, avant que les conventions des studios soient devenues rigidement établies, il existait une fenêtre, grosso modo de 1845 à 1875, durant laquelle les sujets photographiques étaient capturés avec une relative cohérence d'échelle. La technologie était suffisamment nouvelle pour que la distorsion systématique, à des fins commerciales, ne soit pas encore devenue une pratique courante. Les conventions de la photographie truquée étaient inventées en temps réel et leurs signatures sont souvent, pour un œil exercé, décelables. Dans cette fenêtre, le registre photographique des grands individus humains est saisissant. Il existe des images, j'y ai consacré un temps considérable, dans lesquelles les relations de proportion entre les sujets ne s'expliquent pas facilement par quelques combinaisons de perspectives, d'estrades, de chaussures ou de distorsions optiques que j'ai pu identifier. Là où la géométrie de l'image résiste tout simplement à l'interprétation du canular, pas dans chaque cas, pas de manière uniforme, mais dans suffisamment de cas avec suffisamment de régularité pour que la question ne se résolve pas proprement. Et dans presque chaque cas, ces images ont été produites pour ou acquises par la promotion circassienne, ce qui signifie qu'elles entrent dans les archives déjà pré-étiquetées, déjà interprétées pour nous. La légende nous dit comment voir, et nous voyons en conséquence. Que trouverions-nous, je me demande, si nous retirions les légendes, si nous regardions les photographies en tant que photographies, comme de la lumière frappant une surface sensibilisée et enregistrant ce qui s'y trouvait, plutôt que comme des éphémères de cirque? Si nous demandions non pas « ce tour de passe-passe est-il convaincant ?», mais qu'est-ce qui devrait être vrai pour que cela ne soit pas un tour de passe-passe? Le géant de cirque, en tant que phénomène d'exposition soutenu, proéminent et répétitif, disparaît peu à peu des archives publiques dans les premières décennies du XXe siècle. Pas immédiatement, pas d'un seul coup, mais avec une rapidité qu'il vaut, je crois, la peine de noter. Les premières années 1900 apportent de nouveaux cadres institutionnels, l'hôpital de recherche moderne, la discipline de l'anthropologie nouvellement professionnalisée, l'autorité consolidatrice des musées nationaux et des sociétés savantes. Le corps humain, surtout le corps humain inhabituel, est progressivement transféré hors de l'économie du spectacle et vers l'économie scientifique. Le monstre de foire cède la place à l'étude de cas médical. Et dans cette transition, quelque chose se referme. L'étude de cas médical est un genre contrôlé. Elle circule au sein de réseaux professionnels, derrière les barrières tarifaires des revues académiques, à l'intérieur des murs institutionnels des hôpitaux universitaires. Elle n'est pas publique. Elle n'est pas disponible pour un examen indépendant. Elle est interprétée par des professionnels accrédités et rapportée dans des termes que le profane est censé accepter sur la base de l'autorité. Cette transition était-elle une évolution naturelle de la pratique scientifique? Peut-être. Probablement, à bien des égards, oui. Mais je veux que vous remarquiez ce qu'elle a accompli. Elle a déplacé le corps anomale du regard public au regard professionnel. Elle a remplacé l'ambiguïté du cirque, canular ou merveille, par la certitude close du diagnostic. Dysfonctionnement hypophysaire, anomalie endocrinienne. Un point, c'est tout. Et les photographies sont allées dans des collections privées. Les restes squelettiques ont été mis en réserve. Les matériaux promotionnels ont été acquis par des archives spécialisées à accès public limité. Et les personnes elles-mêmes, la mémoire vive de ce qu'elles avaient été, d'où elles venaient, de si elles avaient des histoires à raconter sur leurs origines qui ne correspondaient
pas aux étiquettes promotionnelles, avait disparu. Pas caché, pas supprimé, simplement laissé à devenir inaccessible. J'ai commencé cette enquête avec scepticisme. Je reste sceptique à l'égard des réponses faciles, des récits bien ficelés, de la tentation de remplacer un système clos d'explication par un autre. Mais je ne trouve plus l'explication officielle suffisante. L'explication officielle, que les géants de cirque étaient un mélange d'individus genuinement grands avec des conditions médicales et de canulars théâtraux élaborés, le tout absorbé dans la culture du divertissement d'une époque crédule, ne rend pas compte de la cohérence du cadrage à travers des cultures qui n'avaient aucun mécanisme de coordination. Elle ne rend pas compte de l'amincissement des dossiers biographiques précisément là où ils devraient être les plus épais. Elle ne rend pas compte de la rétention institutionnelle des restes physiques, ni de la migration des corps animaux de l'exposition publique vers la garde professionnelle fermée exactement au moment où l'architecture de l'Ancien Monde était le plus agressivement démolie et reclassifiée. Elle ne rend pas compte du fait que les personnes décrites, dans la littérature promotionnelle de leur propre époque, comme les spécimens humains les plus extraordinaires de l'âge, des individus dont l'existence, prise au pied de la lettre, exigerait une révision profonde de notre compréhension de l'histoire humaine récente, ont été systématiquement placés dans un contexte conçu pour les rendre incroyables. Pas exécutés, pas emprisonnés, pas simplement cachés, rendus incroyables. Il existe une forme particulière d'effacement qui ne nécessite pas la destruction. Il ne nécessite qu'une recontextualisation. Placez la preuve là où elle sera vue, mais cadrez-la de telle sorte que personne ne croira ce qu'il voit. Le cirque était, dans cette lecture, non pas une célébration de l'étrange, c'était une divulgation gérée. Un espace où l'autrement ingérable pouvait être contenu dans la catégorie sans danger du divertissement. Et voici la question à laquelle je reviens sans cesse, celle qui ne me lâche pas à 3 heures du matin quand les archives sont ouvertes et que les photographies sont étalées sur mon écran. Si ces individus n'étaient que de grandes personnes atteintes de conditions médicales, si leurs proportions étaient pathologiques, leurs tailles explicables, leur corps entièrement cohérent avec le monde tel que nous le comprenons, pourquoi les institutions de l'époque ont-elles travaillé si dur pour s'assurer que nous ne les croirions jamais tout à fait? De quoi exactement cherchait-on à nous protéger? Les preuves ne répondent pas pleinement à cette question, pas encore. Mais la question elle-même, sa forme, sa persistance, son refus d'être dissoute par le récit officiel, me semble être la chose la plus importante que j'ai trouvée dans ces archives. Plus importante que n'importe quelle photographie, plus importante que n'importe quelle mesure, la question qui n'était pas censée être posée.